No sé a cuántos brazos te has entregado, mujer, ni sé cuántos labios han bebido tu miel, pero te quiero y aquí te espero, aunque nunca más te vuelva a ver. Yo me quedé preso en el olor de tu piel, sueño fantasías cuando te vuelvo a ver, pero te extraño, cuánto te extraño, y yo sé que nunca has de volver. Ya no me importa quién te ha besado. Bon bah écoute, on va commencer, Gilles, à toi le même. Écoute, oui. Alors, on va mettre ça là. Salut, re-salut Clément, parce qu'il y a quelque chose, malheur est bon. Expliquons-nous, on a déjà fait une interview avec toi, il y a une quinzaine de jours, 3 semaines. Et hélas, notre appareillage technique nous a lâchés, la carte mémoire a été foutue, donc on a perdu cette interview et tu nous fais la gentillesse de bien vouloir revenir malgré notre connerie. Merci. Avec plaisir. Et ça va toujours pour toi? Oui, oui. La dernière fois, tu étais en partance pour la Moldavie, je crois, ou la Roumanie. C'est ça, la Moldavie et la Roumanie. Tu en reviens? Et j'en reviens. Ça s'est bien passé? Oui, ça s'est bien passé. J'ai fait principalement la Moldavie et la Roumanie pour un reportage sur un projet de mine d'or là-bas. Ah oui, oui, parce que donc on rappelle pour tout le monde que tu es journaliste. Et un journaliste un peu particulier, puisque tu es l'un de ceux, et il y en a sûrement quelques-uns, mais personne n'en entend beaucoup parler, qui essaye de vivre de son métier sans le vendre, enfin sans le perdre tout à fait du point de vue, on va dire, déontologique ou moral. Et donc ça s'appelle un freelance, ça s'appelle un pigiste, c'est comme ça que tu le définis? Oui, bah, ça peut s'appeler aussi un journaliste salarié, mais c'est vrai que disons que c'est difficile quand on est pris dans ce secteur de la presse de faire ce qu'on a envie de faire, de garder une certaine éthique, parce qu'on est pris dans des logiques dans le quotidien, dans des logiques de travail, et tout ça c'est assez compliqué. Donc, D'ailleurs, tu nous as apporté, hélas, le dernier numéro d'une revue, l'Utopique, tout attaché avec un K, le magazine des luttes et des utopies, basé dans le Doubs, si je crois bien. C'est une association qui a publié ça pendant 3 ans et demi, au rythme trimestriel. Et tu viens de nous dire que, ma foi, c'était le dernier numéro, hélas, ils n'ont pas pu tenir. C'est ça. Ben, c'est un média, comme il en existe pas mal au niveau local ou même national, qui décide de vivre sans publicité, sans subvention. Voilà, donc simplement avec la vente des numéros, les abonnements. C'est un pari un peu osé, ça a tenu pendant quelques années, et quand ça tient que par la volonté des personnes qui y travaillent, qui sont parfois salariés mais la plupart du temps bénévoles, c'est difficile. C'est difficile. On parlera de ces modèles un peu, entre guillemets, modèles économiques de la Sans presse. subvention, c'est vrai, tout à fait. Je veux dire, moi, ça me paraît toujours bizarre. Non, alors en l'occurrence, pour ce magazine-là, il y a eu des subventions qui n'ont pas été renouvelées par la suite. Voilà, c'est ça. Mais ce que je voulais dire, c'est qu'il y a d'autres magazines ou journaux ou télé ou qui refusent les subventions parce que ça vient de l'État, qui veulent être totalement indépendants et qui sont catégorisés comme des médias militants. Voilà. Oui, l'indépendance est un grand mot. On dépend toujours de quelque chose ou de quelqu'un, mais bon. Enfin bon, c'est encore une triste histoire. Un magazine qui disparaît, c'est vrai que c'est dommage. Bah, on va peut-être commencer par le début, si tu veux bien. Enfin, ton début, je ne sais pas. Marseille. On t'a rencontré avant Marseille. On t'a rencontré à Bergerac, en fait. Tu faisais un remplacement, on en reparlera tout à l'heure, de l'écho, à l'écho de la Dordogne. Mais c'est vrai qu'en ces temps où on a vu dernièrement que ce soit
des élus qui hurlent au loup contre les médias, peut-être de façon juste ou pas, on verra. Les journalistes n'ont pas toujours bonne presse. Toi, tu t'es tombé dedans quand tu étais petit. Oui. Et donc, tu as fait ton école de journalisme, une école qui est à Marseille. Alors, tu peux nous rappeler le nom de cette école et combien de temps ça a duré? Est-ce que tu as fait là-bas? Alors, l'école s'appelle Logicam, l'école de journalisme et de communication d'Aix-Marseille. Et donc, elle fait partie des 14 écoles reconnues par la profession, qui respectent donc un corpus de cours et voilà, donc qui sont reconnus. Je me permets de rappeler que ce chiffre de 14 est relativement récent. Hein. Oui. Les écoles privées de journalisme ont fleuri depuis 2010 à peine, quoi. Hein. Je crois qu'en 2010, il y en avait 9, et aujourd'hui, donc 14. Quoi. C'est ça. Alors, dans les 14 écoles, il n'y a pas que des écoles publiques, il y a quelques écoles privées, mais c'est marginal. C'est vrai que, par contre, les écoles privées hors reconnaissance explosent. Ah oui. Et ce qui aussi est intéressant, puisqu'il y a toujours de plus en plus de personnes chaque année, de jeunes qui veulent être journalistes, qui font donc des écoles, qui sortent d'écoles. Et la difficulté après, évidemment, c'est de trouver du travail. Quand même. C'est un drôle de paradoxe. C'est un métier qui attire. Et en même temps qui est en crise. Et c'est un secteur qui est en crise, c'est sûr. Juste avant qu'on vienne sur le contenu de ta formation, donc il y a des écoles entre guillemets prestigieuses comme Lille, Strasbourg, l'IGBA à Bordeaux. Oui, à Paris aussi, il y en a quelques-unes qui sont... et ce club des 14, qui décide qu'une école rentre dans le club des 14 ou pas? C'est un truc de journaliste. C'est la profession, c'est-à-dire que c'est... D'accord. Voilà, j'ai perdu le nom de la commission, mais en fait c'est une sorte de commission, un petit peu comme la commission de la carte de presse, qui décide donc qui a la carte de presse et qui ne l'a pas. Là, voilà, c'est la même chose, donc c'est une commission de professionnels qui se réunit pour décider en fonction du contenu qui est conforme à une sorte de cahier des charges. Exactement. D'accord. Donc on doit faire tant d'heures en radio, en télé, on doit apprendre telle ou telle technique ou telle histoire des médias. Voilà, donc c'est plutôt par rapport à ça. Après toi, tu étais content de ton école? Dans l'ensemble, oui. Et ce qui aussi détermine la reconnaissance, c'est évidemment la partie stage, donc la professionnalisation des écoles, à savoir qu'est-ce qu'on fait faire comme stage aux élèves. La particularité de l'école dans laquelle j'étais à Marseille, je ne sais pas si c'est toujours vrai ou si d'autres se sont alignés là-dessus, mais à l'époque c'était la seule, c'est que contrairement à toutes les autres, il n'y avait pas d'obligation de faire un stage en presse locale, en presse régionale. D'accord. Type Sud-Ouest, type la Provence, etc. La Provence. Donc, de fait, dans ma formation, quasiment tout le monde a fait un stage en presse locale. Parce que c'est pratique. Parce que c'est pratique et parce que ça... Oui, puis ça embauche pas mal aussi. Mais il n'y avait pas d'obligation, ce qui était intéressant. Et du coup, de fait, tout le monde a fait quand même un stage en presse locale. Et aujourd'hui, la plupart travaillent en presse locale, donc dans des quotidiens régionaux. Et qui sont d'ailleurs quasiment les plus grands pourvoyeurs d'emplois à la sortie d'école. Quand tu dis la plupart, tu veux dire de ta promotion ou... Oui, de ma promotion sur une vingtaine, il y a, on va dire, les 2/3 qui sont en presse locale. D'accord. Tu les revois un peu Quelques-uns. Quelques-uns ont complètement quitté le journalisme, dégoûtés par ce milieu. D'autres, une petite poignée sont un peu comme moi, donc pigistes et tentent de faire des choses qui leur correspondent. Et puis d'autres sont en CDI, dans des grands médias pour certains, dans des médias plus confidentiels pour d'autres. Donc tu as arrêté l'école à quelle année? En 2013. Donc ça fait 6 ans. Ça fait quasiment 6 ans. Et depuis, ces 6 années passées te paraissent pour l'instant non, pas viables, je veux dire, c'est comme on dit, durable. Enfin, est-ce que tu pourrais continuer longtemps comme tu viens de le faire pendant 6 ans? Je pense pas, non. Je pense pas que je pourrais continuer longtemps.
parce que déjà en 6 ans, c'est vrai qu'on vieillit, donc on voit les choses un peu différemment. Oui. On a parfois aussi besoin d'un peu de stabilité. Oui, bien sûr. Ce qui est vrai pour tout le monde. Voir un peu à l'horizon. Voilà. De stabilité financière et puis même dans le métier. Donc c'est vrai que j'ai alterné entre des expériences justement en presse locale, de remplacement, des expériences de pigiste, donc là un travail plutôt indépendant sur des sujets qui m'intéressaient, mais où la difficulté c'est de toquer à la porte des médias, puisqu'il y a une forte concurrence. Puis aussi des années où j'ai un peu voyagé, donc les voyages permettent aussi de travailler, mais tout ça, ça reste assez instable et précaire. Oui, on en parlait tout à l'heure de tes voyages, mais moi tu dis indépendant, j'appellerais ça plutôt du volontariat ou du bénévolat pour l'instant, c'est ça? Mais tu survis, je veux dire, Oui, c'est de la survie financière. Après, le terme d'indépendant, c'est vrai que j'ai appris à plus trop l'employer en fait, quand on est pigiste. Et parce qu'indépendant, c'est pas vrai. Ça, je pense que c'est important. Quand on est pigiste, on n'est pas indépendant. On est quand même salarié du média pour lequel on travaille. Donc, on doit avoir un bulletin de paye, ce qui n'est pas toujours le cas. Et donc voilà, indépendant, c'est le fait d'être seul dans son coin et de bosser. Non, puis la dépendance, c'est pas le mal absolu, au contraire. Non, bien sûr. Il y a de bonnes dépendances et des mauvaises, c'est tout. Mais beaucoup de journalistes se présentent comme indépendants et ça brouille les pistes, puisque c'est tout l'enjeu de la reconnaissance des pigistes. C'est justement d'avoir des bulletins de paie comme n'importe quel salarié pour le travail qu'on fait. Du point de vue professionnel, tu te sens bien défendu quand même, ou du point de vue syndical, du point de vue... bien défendu. Tu fais confiance à ces institutions syndicales qui sont quand même le SNJ, je sais pas. Oui, le SNJ par exemple. Globalement, oui, j'en fais confiance. Après, là aussi c'est pareil, il y a deux manières de voir. Il y a le côté salarié, donc... je pense que globalement, les syndicats sont quand même assez présents et font office de veilleurs un petit peu. C'est ça. Et par rapport aux pigistes, puisque du coup, cette expérience m'a montré que là, les pigistes sont quand même loin d'être bien défendus. Et c'est un statut qui est pas forcément reconnu. Oui, mais ça dépend aussi de l'état du droit du travail. Oui. Il y a des rapports de force avec. Des rapports de force. On n'est plutôt pas. Justement, entre stabilité, la tension entre stabilité et précarité, est-ce que il n'y a pas une histoire de choix? Enfin, tu vois ce que je veux dire? Oui. Tu aurais pu très bien, après tes 2 ans de Marseille, rentrer à la Provence et puis tu aurais une stabilité à la Provence. Et donc, à quel moment tu t'es dit, c'est pas ce que j'ai envie de faire? Est-ce que c'était déjà au moment de ta formation que tu as pris la distance par rapport aux normes, ou en tout cas au format médiatique Oui, la formation, un peu, oui, c'est sûr. Et surtout après, en fait. Ouais. Puisque c'est vrai que moi, dans la formation, comme d'autres, j'ai fait des stages en presse locale, à la Provence, à Sud-Ouest, à Ouest-France. Et sans qu'on me dise tu auras un CDI à la sortie, j'avais largement la possibilité, en tout cas, pendant 15 ou 18 mois, de faire comme d'autres, c'est-à-dire des CDD à droite à gauche. D'accord. Et ça, je ne l'ai pas fait. Je ne l'ai pas fait par choix, et parce que juste après ma formation, je suis parti en voyage plutôt au Proche-Orient, et j'ai choisi autre chose. Et puis après, je suis revenu un peu dans la presse locale, mais toujours entre deux. Ça, c'était plutôt un choix. Parce que j'avais pas spécialement envie d'être attaché à un poste. Bien sûr. On peut parler 2 secondes de cette itinérance, puisque j'ai vu que tu avais un blog qui illustre assez bien ce que tu viens de dire, ça s'appelle Les Vents Contraires. Donc tu connais bien les vents contraires. Entre autres, j'ai aperçu que tu avais du stop, mais en tant que journaliste, en écrivant des trucs, entre, disons, la Bosnie et la Moldavie, enfin, dans les Balkans. Donc, nous, on a plein de raisons qui font qu'on s'intéresse pas mal à la Bosnie en particulier.
Qu'est-ce que tu tires de ce genre d'expérience? Je veux dire, peut-être c'est très différent parce que tu parlais du Proche-Orient, tu es allé en Tunisie aussi, au Liban. Mais est-ce que tu as une leçon comme ça de voyageur journalistique? J'ai pas tellement de leçons. Après, ce que ça m'a appris, moi, à la fois de voyager et de faire du journalisme en même temps et de voyager en stop, ce qui rajoute encore autre chose. Faire tes chaussures. C'est ça. Et puis c'est la possibilité de rencontrer déjà des gens qu'on n'aurait pas forcément vus, même dans le cadre d'un reportage. Et puis c'est toujours avoir les yeux ouverts à n'importe quel moment. Et moi, ça m'a permis effectivement d'avoir des sujets, d'aller là où je ne serais pas allé. Et puis d'être toujours un peu sur le qui-vive, et ça c'est quelque chose que j'aime bien, de sortir vraiment des sentiers battus, et puis de me mettre un peu en danger aussi. Comment tu te présentais comme journaliste quand tu te baladais comme ça? Tu te faisais prendre en stop par des camionneurs? Oui, la plupart du temps, oui. Quand on me demandait qu'est-ce que tu fais là, je voyage, mais je suis journaliste. D'accord. Et il se trouve que la plupart du temps, j'allais de point en point pour soit des sujets, soit des choses que je voulais voir un peu. Et tu n'avais pas de matos d'enregistrement? J'avais ici un zoom, un enregistreur, un petit micro, un appareil photo. Okay. Après, donc, c'est des choses que je pouvais faire pour mon blog, effectivement, d'autres que j'ai pu vendre pour des médias, dont ce média L'Utopique. Et puis des fois, il se trouve que malheureusement, ça ne marchait pas ou autre. Mais, d'accord. Et ça, c'est vrai que moi j'aime bien ce mode d'aller un peu. T'as des modèles de ce genre de choses parmi les journalistes que tu admires dans l'histoire du journalisme, mort ou vivant? Des modèles. Oui, non, je ne sais pas, Albert Londres. Albert Londres, oui, c'est un modèle, c'est sûr. C'est vrai que plutôt dans l'écriture et puis dans l'implication qu'il pouvait avoir dans les sujets. À la limite, c'est plutôt ça qui m'intéresse dans même ce qu'on appelle, ce qui n'est pas toujours facile à faire, mais ce qu'on appelle le gonzo journalisme. Oui. Et ce que j'ai pu faire, ou en tout cas de sortir de cette posture de journaliste qui est un petit peu au-dessus de la mêlée, ce qu'on peut nous apprendre à l'école, dans les écoles ou même dans le métier. C'est-à-dire qui est là, qui est forcément en dehors de la situation, en dehors sans y être. Voilà, qui est là pour récolter. Et ça, moi, j'ai toujours eu du mal avec ça. Ouais. Et de plus en plus au fil des années. Et forcément, quand je suis à la fois le journaliste, mais aussi le sujet, par exemple en voyage, en stop, sans bien savoir ce qui se passe, ça peut être un peu déstabilisant, mais c'est ça que j'aime, bizarrement. Donc, c'est peut-être pour ça que tu as fui la PQR, parce que c'était ce côté fausse neutralité surplombante. C'est ça qui. Alors il y avait un peu de ça, et puis peut-être un peu à un moment donné, en tout cas, le ronronnement, ce que je disais tout à l'heure. D'accord. Soit de l'actu, puisque on va pas se mentir, c'est vrai quand on parle de marronnier, il y a pas mal de sujets qui font l'objet de marronnier, donc ces sujets qui reviennent à chaque année à des périodes précises, comme la rentrée des classes ou le muguet ou des choses comme ça. Et même si la presse locale pour moi est hyper importante, ça il n'y a pas de souci, mais c'est plutôt la façon dont c'est fait et le ronronnement qui crée même un côté un petit peu, ce que je trouve un petit peu blasé dans les journalistes locaux ou pas locaux, et moi c'est toujours cette espèce d'étonnement que j'essaye d'avoir, quoi. Est-ce qu'avec le ronronnement, le temps que Gilles réajuste son micro qui vient de se barrer, est-ce que le si je crois non bon est-ce que ce ronronnement peut aller jusqu'à intégrer cette connivence avec l'establishment local, ou est-ce que c'est un faux procès de parler de connivence des journalistes de la PQR avec l'establishment? Ah non, je pense que c'est pas du tout un faux procès. Je pense qu'il y a clairement de la connivence, que ce soit au niveau national ou local, mais au niveau local, c'est particulièrement compliqué. Parce que forcément, il y a la proximité, donc les élus qu'on voit tous les jours,
les habitants aussi, mais forcément les élus ont un intérêt à ce que la presse locale serve leurs intérêts, et réciproquement parfois, ou plutôt à y taper sur les adversaires politiques. Mais peut-être plus pernicieux et plus grave, et ça moi j'ai mis du temps avant de m'en rendre compte, mais c'est plutôt le monde économique aussi qui a un problème déjà je pense de base dans ce secteur-là, mais au niveau local, de par la publicité, c'est vrai que c'est peut-être plus difficile de critiquer ou d'aller fouiller, d'aller faire de l'investigation, j'en parle même pas, sur des pratiques d'entreprise ou simplement sur des intérêts privés, que d'avoir des articles critiques sur des élus politiques. Sud-Ouest, par exemple, peut faire des articles qui sont rentre-dedans sur des élus locaux. C'est pas pour ça que les journalistes vont se faire plastiquer la maison. Donc, et moi j'ai eu quelques expériences où je pensais au début que c'était difficile avec les élus, et au final, ça peut, mais il y a un rapport de force un petit peu qui s'installe. C'est ça. Et par on a affaire à de tels monopoles. Mais je pense que là où c'est plus dangereux, c'est quand il y a effectivement dans le journal une publicité de telle ou telle entreprise du coin. Ça va être compliqué forcément de faire un papier un petit peu fouillé sur telle ou telle pratique, s'il y a des pratiques, etc. En général, on laisse ça aujourd'hui maintenant au courrier qui suit les commentaires ouverts, enfin, où on lit à peu près n'importe quoi. Alors là, les gens balancent. Tu as les commentaires en ligne sur un article. Après, alors par contre, ce qui se fait de plus en plus dans le journalisme, dans le champ du journalisme, c'est des sortes de Mediapart au niveau local. Donc, par exemple, il existe Médiacité, donc à Lille, Lyon, Nantes et Toulouse. Et il y a d'autres villes, à Grenoble par exemple, qui s'appellent Le Postillon, donc des journaux comme ça, ou des médias qui font de l'enquête locale. Et forcément qui sont indépendants, donc ça pose toujours le même problème de la dépendance économique. En parlant de presse locale, donc toi tu as fait un remplacement d'un mois, un mois à l'Écho de la Dordogne. C'est ça. Tu as remplacé Julie Tégérisot qui était en congé. Donc, est-ce que tu peux nous dire pourquoi tu as choisi ce journal? On sait que c'est un journal d'obédience communiste, mais avec un financement qui, je ne sais pas d'ailleurs d'où vient le financement de l'Écho de la Dordogne. On a entendu tellement de choses sur son financement que je ne voudrais pas dire n'importe quoi. Donc, pourquoi tu arrives là? Est-ce que tu sais comment ce journal est financé? Et est-ce qu'on te demande ta carte du PC pour entrer là-dedans? Tu parles d'une question. Très bonne question. Alors, on m'a pas demandé ma carte du PC. Moi, j'ai fait 2-3 remplacements donc à Périgueux et Bergerac, donc à l'Écho. Et l'Écho qui est présent sur 5 départements, donc il y a la Dordogne, mais il y a la Haute-Vienne, l'Indre, la Corrèze et la Creuse. Et en fait, je connaissais par des connaissances qui sont abonnées, donc il y en a encore des personnes qui sont abonnées à ce journal. Et du coup, je savais très bien où je mettais les pieds, en tout cas à qui j'envoyais ma candidature. Et ayant travaillé par exemple pour Sud-Ouest, et Sud-Ouest étant ici, je savais très bien qu'en postulant pour l'Écho, que potentiellement c'est un concurrent de Sud-Ouest, et que c'est un journal donc, qui est plutôt de tradition communiste. Julie s'est présentée aux élections sur la LT4 Front de Gauche, donc voilà quand même un lien. Il y a un lien fort. Quotidien, l'Écho. Oui, c'est un quotidien. Oui, il y a clairement un lien. Je connais pas tous les journalistes de l'Écho, mais la plupart de ceux que j'ai rencontrés sont soit militants en PC ou sympathisants. Après, moi à titre personnel, je suis pas militant en PC, mais c'est clair que sur la façon de traiter des sujets de société, des fermetures d'usines, c'est quand même l'un des cœurs des sujets traités. Je me sens plutôt proche de ce type de journal-là. Donc c'est pour ça que j'ai postulé. Disons que la ligne éditoriale plutôt progressiste est clairement affichée, m'intéressait. Et voilà, et sur le financement, le PC, parce que je sais moi, le PC
finance toujours largement le journal. Par contre, le journal tient aussi par les abonnés, par les militants qui sont toujours présents. Et je crois que récemment, le journal a fait une nouvelle demande de souscription, puisqu'ils sont confrontés à des difficultés financières. Et ils doivent quand même bénéficier de quelques... des soutiens à la presse, comme la presse. Mais c'est pas ça qui fait tenir un journal. Et c'est clair que, un peu comme la Marseillaise à Marseille, qui a aussi eu des grosses difficultés, ou comme l'Humanité au niveau national, c'est un journal qui est assez marqué et qui tient par son... vieille histoire, journaliste d'opinion. Est-ce que tu as des traitements de reportages que tu as pu faire en septembre, pardon? Parce qu'on dit souvent que la PQR, finalement, elle se ressemble, quoi. C'est à peu près le même format, c'est quasiment les mêmes informations, ils sont tous c'est pas forcément de l'investigation. Est-ce que toi, en septembre, tu as eu l'occasion de traiter, entre guillemets, en tout cas, d'écrire à partir d'un événement ou de faire un reportage radicalement différent qui permet de dire que, finalement, l'écho se distingue un peu de ce que peut faire la PQR de façon traditionnelle, dans ce qu'on entend? C'est difficile parce que il y a plusieurs choses. En tant que quotidien, en plus moi j'étais remplaçant, donc je connaissais pas forcément très bien le territoire de Bergerac, en tout cas pas aussi bien que les journalistes en poste. Et au quotidien, de toute façon, l'actu est pas assez importante pour pouvoir faire des choses tous les jours différentes, et encore moins de l'investigation, on n'a pas le temps. Alors je sais pas si j'ai fait des choses radicalement différentes, mais il y a un sujet qui m'avait qui a été largement traité, qui était l'ouverture de la FNAC à Bergerac, et au-dessus de la FNAC, l'ouverture d'un espace de coworking. De coworking, la WAB. De la WAB. De la WAB plutôt. Voilà, de l'école de digital, qui ouvrait un espace de coworking. Et donc, à la fois l'ouverture de la FNAC et l'ouverture de cet espace, forcément, était vu comme un signe d'attraction du centre-ville. Et que ce soit le démocrate Sud-Ouest, forcément, on traitait ce sujet-là de manière assez, on va dire, lisse. Surplombante et neutre. Oui, neutre, et puis assez présente, quoi. Et non, disons que, après, j'ai rien contre l'ouverture d'un commerce ou contre l'espace de coworking, mais je trouve que c'était plutôt intéressant de savoir sur cet espace de coworking, qu'est-ce que ça voulait dire derrière, pour qui il était. Puis j'ai essayé un petit peu de creuser ça dans le format qui m'est contraint, puis avec le temps que j'avais, de savoir à quel prix, pour qui, qu'est-ce que ça va changer, qui ça va faire venir, et aussi mentionner qu'il existe déjà un espace de coworking de Cella. Oui, d'ailleurs, c'était un mélange assez étonnant parce que les gens de Cella étaient présents à l'inauguration de là-bas. Moi, j'étais pas présent, mais Christine, qui est derrière la caméra, était là. C'est ce qu'ils m'ont dit. Et il y avait quelque chose de totalement une sorte de fausse bienveillance, un truc intégré du fait, pas de problème, il n'y a pas du tout de concurrence, alors que on voit que fondamentalement, c'est pas du tout la même philosophie, c'est bien un gros mot, en tout cas c'est pas les mêmes objectifs de coworking entre ce que veut faire la WAB, parce que je crois qu'il y a des entreprises qui déjà souhaiteraient s'installer là-dedans, et ce que propose Cella, on est plutôt dans l'économie sociale et solidaire au sens plus associatif que entrepreneurial. C'est ça, exactement, et ça c'est un petit peu ce que j'ai montré aussi, c'est vrai qu'ils sont pas du tout sur le même esprit, et la WAB c'est clairement de la Startup Nation, quoi. C'est du 2.0 pour des start-upers, des indépendants. Et c'est vrai qu'il y a déjà 3 zones dans cet espace de coworking qui sont réservées à une banque, le Crédit Agricole, la Fiduciale et je ne sais plus qui pour la 3e. Enfin bref, on voit bien qu'il y a réservé, ça veut dire qu'ils ont leur bureau, quoi. Voilà, ça veut dire que ces entreprises-là ont des espaces et que ces espaces leur permettent de faire du conseil, donc d'accueillir les personnes qui paieront pour aller à l'espace de coworking,
et qui pourront leur proposer qui a un prêt à la banque ou du service. Puis on n'y fabrique rien, c'est le Startup Nation, mais sans fabrique, quoi. Oui. C'est surtout de l'enseignement et ça dépend ce que fait la banque. La banque peut très bien décider de, je sais pas moi, délocaliser, de faire ouvrir ses comptes bancaires dans cet espace-là, si j'ai bien compris. Non. En fait, l'espace de la banque, c'est juste une espèce d'antenne du Crédit Agricole qui est là à destination des personnes qui utilisent donc des coworkers, des personnes qui utilisent les espaces de travail, qui sont généralement des travailleurs indépendants ou des personnes qui créent leur boîte. D'accord. Et donc, le fait d'avoir la banque, un conseiller bancaire qui est là, ça permet aux personnes d'aller le voir pour avoir des conseils et puis accessoirement d'obtenir un prêt, des choses comme ça. Et du coup, ce qui interroge, c'est, selon moi, c'est que c'est clairement quelque chose de purement business, commercial et abstrait, et pour des intérêts privés. Et la WAB défend en tout cas son espace en disant que ce ne sera pas simplement des personnes qui vont venir et travailler, qui vont se croiser, mais qui vont pouvoir créer des synergies, travailler ensemble. Moi, je suis pas certain, et la plupart des espaces de coworking dans cet esprit-là, très branché, très hype, avec des fauteuils partout, des open space, du café bio, etc. Bon, on sait très bien pour qui c'est, donc voilà, pour moi, il n'y a absolument rien de solidaire, et d'ailleurs, c'est pas vendu comme ça, et je trouve que c'était plutôt intéressant de montrer ça. Donc, voir si ça va fonctionner. Ce qui n'a pas forcément été fait, on en revient à la question, où il y a eu un traitement de Bergerac 95 du démocrate et du Sud-Ouest qui était très lisse, qui posait pas ce genre de questions. Qui était très lisse et qui ne voit ce type d'événement, de nouveauté, que comme une manière, comme je disais, de faire vivre, de rendre attractif un centre-ville qui est peut-être triste par certains aspects, mais du coup, c'est formidable que la FNAC arrive, puisque Bergerac aura sa FNAC. Je vois pas en quoi le fait d'avoir une FNAC fait que la ville gagne, ou que le fait de ne pas avoir de FNAC, ça rend une ville triste. Voilà, donc... et puis ça s'inscrivait aussi dans le processus cœur de ville, donc la mairie était partie prenante. Il y a toujours des intérêts. Des enjeux, des intérêts politiques, économiques. Et puis voilà, puis pour en revenir à la WAB, c'est bien de mentionner que c'est quand même quelque chose qui brasse effectivement beaucoup d'argent et qu'on attend des retombées derrière. Donc voilà. Après, il y a une autre petite chose aussi qui, pendant que j'étais là, qui m'a interpellé, c'est qu'il y a eu un événement qui s'appelait la Vigne en Ville, qui était donc une espèce de fête du vin. Une fête du vin, c'était un week-end. Voilà. Et qui était d'ailleurs très sympathique, et j'ai bu du vin et il n'y a pas de souci. Mais cet événement a été organisé en grande partie, en tout cas à l'initiative du démocrate de Bergerac. Et ça, c'est vrai que quand j'ai assisté à la conférence de presse, on voyait que c'était pas un journal, c'était quasiment une agence de com en fait qui vendait un événement, et ça a été récupéré par la mairie et par la communauté de communes, mais c'est le journal qui a impulsé ça, et je me dis, pour ce journal-là... Comment parler de ça sans parler de... Pour couvrir un événement, rien de mieux que de le faire soi-même. Voilà. Mais du coup, c'est vrai que derrière, je vois mal un journaliste à plein de bonne volonté qui bosse pour le démocrate, et qui aurait, par exemple, l'intention d'aller enquêter sur les travailleurs saisonniers dans le vin bergeracois, ou sur les coulisses du bergeracois, proposer ça aux démocrates. Donc là, la connivence, elle est là pour moi aussi. Ok. Voilà. Peut-être un dernier exemple avant qu'on passe à un autre plan. Justement, c'était à la... J'ai vu ça, c'est la une de... C'est pas la une, la couverture de l'Utopique. Zone à défendre. Alors évidemment, je sais pas si tu as eu l'occasion d'aller du côté de Bénac, mais c'est peut-être pas il s'agit des services publics. Oui, comme zone à défendre. Service public, zone à défendre. Moi, évidemment, je récupère zone à défendre. La terre est une zone à défendre. Je ne sais pas si l'écho va jusqu'à Bénac, mais tu as sans doute entendu parler de ce contournement.
Alors moi, ce qui m'a étonné, c'est d'une part, comme n'importe quel abruti, bon, je regarde un petit peu la télé, j'ai regardé France 3 Périgord, et il y a un reportage qui m'avait étonné, il y avait une manifestation des opposants, et systématiquement, c'est Germinal Perrault qui est mis en avant. Enfin, les opposants, c'est une espèce de collectif qu'on n'arrive pas à déterminer, et on voit Germinal Perrault qui ensuite a plus de temps de parole que les opposants. C'est le président du département. Le président du département, du conseil départemental. Je suis allé une journée en octobre pour filmer un peu. C'est vrai qu'il y a une myriade. Les opposants, on ne peut pas parler d'un front uni. Le seul point commun, c'est qu'ils sont contre le contournement. Pour des raisons différentes. Pour des raisons très très différentes. Un peu à l'opposé parfois. Et ce qui était intéressant, du coup, c'est qu'il y a des gens, des opposants, qui ont fait un atelier que je trouvais très sympathique, de critique médiatique, où ils ont justement découpé ce reportage en disant faux, et après ils amenaient des arguments, c'est-à-dire qu'ils ont fait une sorte de boulot de journaliste, mais bien évidemment dans un objectif précis. Et ça, j'ai trouvé ça intéressant, mais ça en dit long aussi sur ce qui se passe aujourd'hui, c'est-à-dire des initiatives citoyennes ou associatives qui font un peu le boulot. De fact-checking. C'est ça. Mais ça, c'est assez inquiétant, et en même temps, c'est peut-être rassurant et inquiétant à la fois. Parce que du coup, si ces associations-là ou personnes font ce travail-là, c'est qu'elles se sentent soit déjà pas représentées, soit elles considèrent que... on montre que c'est possible, quoi. Voilà, elles montrent que c'est possible. Ou alors elles considèrent que... Avec des limites, parce que bon... Oui. Tout n'est pas... oui, parce que... C'est intéressant de prendre les discours du type et de dire non, ça c'est faux, quoi. Oui, mais voilà. On peut toujours raconter... Et en le prouvant, disons que ça, pour moi, ce serait le boulot du journalisme, du journaliste. C'est le travail journalistique de faire de la vérification. Enfin, c'est a priori la base. Le problème en télé ou au quotidien, c'est flagrant. C'est que clairement, on n'a pas le temps de faire ce travail-là. Et sur un sujet comme Benac, par exemple, il y a une manifestation le matin à 11h. Il faut que mon sujet passe pour le journal du soir à 19h. T'as 1h30 de route pour aller à Pékin. Exactement, donc ça veut dire peut-être 3/4 d'heure pour faire le montage. Et sans connaître forcément bien le sujet, c'est évident que c'est casse-gueule. Donc soit on va traiter le sujet en surface, et ça va pas satisfaire, soit on va dire des conneries, ce qui peut arriver. Et du coup, moi c'est l'avantage que j'ai trouvé dans les médias de ce type, c'est qu'on a beaucoup plus le temps de faire les enquêtes, de passer du temps avec les personnes, de lire des choses, de se documenter, de se renseigner, donc de connaître un petit peu le sujet et aussi de ne pas passer complètement pour un bonnet quand on parle aux personnes qui sont impliquées. Oui, parce que dans tout quotidien, donc, il y a des contraintes de place, de formatage. De format, alors de temps déjà, mais de format, effectivement. Et c'est clair qu'en télé, quand on fait un sujet de... Le temps, il faut monter. Voilà. Il faut filmer, il faut monter. Mais même le temps de diffusion, 1 minute 10 ou 1 minute 20, c'est très court. 3 images. Un plan 3 secondes. C'est ça. La voix off, la musique, et au bout d'1h30, 1 minute 30, c'est terminé. Et en radio, voilà tout ce qu'on pouvait dire ce soir de l'actualité. Et en radio, c'est pareil. En radio, un enrobé, ce qu'on appelle un enrobé, c'est le reportage radio, c'est 1 minute 10. Pourquoi 1 minute 15. Est-ce qu'on sait pourquoi ? Parce que ça répond à des logiques... d'audience, il faut que ça continue d'accrocher le consumériste, le téléspectateur ou l'auditeur. Mais c'est faux, ça. C'est pas vrai, ça. C'est faux, oui, moi je suis d'accord avec toi, mais de fait, dans les grands médias, disons dans ce qu'on appelle les médias mainstream, parce qu'il y a 10 000 chercheurs qui sont occupés de ça, de l'audience, qui ont montré que c'était pas vrai, cette histoire. Il n'y avait pas de contraintes naturelles ou essentielles d'attention de l'individu. Non, mais de fait, à la télé, par exemple, on va avoir tendance à zapper quand on considère que quelque chose nous accroche moins. Donc il faut garder toujours le téléspectateur en éveil. Oui, ça dépend comment tu mesures le zapping. Quelle est la raison et tout ça. Non, mais c'est vrai que le format fait qu'on est comme des gamins où on va poum poum, on passe d'un truc à un autre, on est incapable
Je pense que c'est lié au côté stroboscopique, de se concentrer. Alors évidemment qu'on a cette capacité de se concentrer. Mais maintenant, on est même dans les punchlines où c'est même pas 1 minute, ça va être une phrase. La faculté de se déconcentrer fait partie de l'attention aussi. Ouais. Dire le zapping, c'est pas une preuve de distraction, c'est peut-être au contraire une preuve de surattention. On va pas rester sur comment il s'appelle, je sais pas, un connard de la télé, quoi. Tu vois. Je suis pas sûr que ce soit. Les animateurs, les amuseurs publics, par exemple, dont j'ai oublié le nom, mais ils sont tout le temps là. Mais moi, si je zappe, c'est pas parce qu'ils m'ennuient, c'est au contraire, parce qu'ils prétendent m'amuser, c'est stupide. Oui, mais toi, je pense la même chose. Mais concrètement, quand on regarde des émissions que je trouve débiles, j'ai pas forcément la télé, mais malheureusement, on connaît quand même les émissions de Hanouna ou de Pascal Praud, où c'est soit de la polémique à 2 balles, ras des pâquerettes, ou des débats, ou des choses qui sont vraiment, même parfois graves. Mais malheureusement, leur contrainte à eux, c'est de tenir en éveil les personnes qui regardent, et donc de toujours être sur des choses... En sommeil, tu veux dire. Cash, clash. Oui, de tenir en sommeil. Mais avec une surexposition, des bandeaux qui défilent, c'est quand même... Sur la forme, on pratique, on conditionne ça aussi, quoi. Oui. Mais je ne suis pas persuadé que ça soit de l'attention de zapping. Mais par contre, pour revenir à des sujets, effectivement, pour revenir au fait d'être en tout cas de prendre du temps sur des sujets, c'est clair que, par exemple, un exemple typique, mais l'un des journaux français qui se porte le mieux, journaux écrits, c'est Le Monde diplomatique. Et pour se farcir un article du Monde diplo, alors c'est clair que... T'en choisis un parmi toute le mensuel. C'est un mensuel déjà. C'est un mensuel. C'est un mensuel. Mais c'est vrai que les articles sont assez fouillés, très documentés, parfois copieux. Et bizarrement, ça fonctionne. Il se vend très très bien. Il tire à 200 000 exemplaires pour un mensuel. Il est vendu dans pas mal de pays. Dans le dernier numéro là que j'avais, il y a quand même une enquête sur les lecteurs du Monde diplomatique. C'est quand même très spécifique. Bien sûr, c'est plutôt CSP+, c'est plutôt des hommes, etc. Non mais c'est sûr. Ce qui est dramatique, ça ne veut pas dire que ceux qui sont des CSP moins sont incapables de penser ou de réfléchir, mais ça veut dire que cet accès, peut-être ils s'auto-censurent ou je sais pas quoi, ils connaissent pas le truc, donc voilà. Oui, il y a une autocensure, il y a le fait de ne pas se permettre de se dire que de toute façon, c'est pas pour nous puisqu'on n'a pas fait assez d'études, ce qui est faux. Est-ce qu'on peut faire un peu de prospective donc tu disais, moi c'est pas durable quand même, depuis 6 ans, le bruit ça va, mais j'aimerais bien quand même plus de stabilité. Donc ça pourrait s'appliquer au monde de la presse en général. On survit peut-être avec des revues comme Utopique qui s'en vont, puis il y en a d'autres qui naissent, puis plein d'initiatives. Tu es à parler de tes blogs, il y a Bastamag, il y a CQFD, il y a Acrimed qui suit tout ça de très près et qui donne chaque fois un état des lieux, même si ça change beaucoup puisque les gens s'en vont puis d'autres naissent. Bon, mais est-ce que cette situation est durable, elle? C'est-à-dire, ma foi, quelques gros mastodontes, le monde va se faire racheter par un Tchèque, je sais pas quoi, enfin bon, la concentration des Lagardère, etc. Et puis, à côté, une myriade de petites choses comme ça. Est-ce que cette situation est souhaitable comme ça? Est-ce qu'on peut... On dit, après tout, c'est pas si mal que ça. Non, moi je pense qu'elle n'est pas souhaitable. Après, j'ai plutôt tendance à être pessimiste à la base, mais j'ai quand même envie de faire preuve d'optimisme. Et moi, je pense que la solution, elle n'est pas en espérant avoir des médias, en espérant avoir le monde différemment, ou en espérant avoir des hebdos nationaux qui fonctionnent différemment. À mon avis, ça ne marchera pas, puisque de toute façon, pour l'instant en tout cas, il y a toujours des milliardaires qui y voient une source d'influence
Je pense que la solution, elle est plutôt... là, il y a une carte de France avec les médias locaux. Je pense qu'elle est plutôt... Le Ravi. Mais moi, je pense qu'elle est plutôt à l'échelle locale, justement. C'est ça. Cette solution, d'avoir des médias locaux... Y compris écrit. Oui. Je pense que l'écrit n'est pas mort. Enfin, je pense que l'écrit n'est pas mort. Et on parlait du monde diplôme, mais on peut parler de journaux. Il y a Fakir. Il y a Fakir, le Postillon, CQFD. Et CQFD, par exemple, qui est un journal très offensif. Il y a une version papier. C'est que papier. C'est un mensuel. Il y a un site, mais c'est vraiment un mensuel papier. Et pour moi, CQFD, c'est un bon exemple parce que c'est très très offensif, c'est radical. Et il me semble que le lectorat, c'est pas justement que du CSP++. Voilà, donc je pense qu'il y a la possibilité au niveau local d'avoir des médias qui fonctionneraient un petit peu comme des AMAP, quoi, qui seraient un petit peu de la bonne graine locale, mais une AMAP du coup sociale, donc pas que pour des gens qui lisent déjà. Et le média local, en plus, il pourrait faire des rencontres, aller dans les quartiers, faire de l'éducation aux médias, faire ce que fait Canal Pourpre aussi, et parler vraiment à ceux qui en plus n'ont pas la parole dans les grands médias, quoi, ou dont on parle généralement par un biais, une orientation. Et moi je pense que la solution elle est plutôt là, et je pense qu'il faut créer des médias, quoi, qui soient créés par des journalistes ou pas. Après, c'est toujours pareil, c'est difficile de les faire vivre. Mais je pense que... Ça peut être une piste. Peut-être pour terminer, alors ça va peut-être ouvrir des portes, donc tant pis. Deux autres pistes, je pense à ça, parce que lundi soir, il y avait Warszawski qui était à Bergerac. Et Gilles m'a fait lire, m'a dit que dans le Monde Diplo, il y avait un article d'Ariès sur la gratuité des services publics. Et Warszawski disait, Netanyahou, il a trouvé le truc, il a son journal, un journal gratuit, financé par un milliardaire états-unien, donc qui diffuse toutes ces merdes en Israël. Et il a invité le responsable d'un journal, je ne sais plus quel journal israélien, qui est un peu critique par rapport à Netanyahou. Le deal, c'était... je réduis un peu la diffusion de mon journal gratuit pour que ça fasse moins de concurrence pour ton journal payant, à condition que tu dises pas de mal de moi, quoi. Donc, la gratuité, est-ce que ça peut être une solution ? Gratuité, on pourrait dire que l'information et les médias, ça pourrait être un service public. Donc une gratuité totale, mais ça veut dire que l'État va prendre en charge. Donc est-ce qu'il n'y a pas un risque justement de contrôle étatique, c'est-à-dire qu'on en retournerait à une forme de contrôle, de censure, etc. Donc ça, c'était la première piste, la gratuité totale. T'as pas l'impression que ton facteur t'écrase de la puissance de l'État. Pendant longtemps, le facteur, c'était la puissance de l'État. Oui, non, mais c'est une question. Voilà, est-ce que gratuité de la presse, prise en charge, c'est un peu ce que proposait Mélenchon, c'est une sorte de truc, un service public des médias. Et donc l'autre piste, c'est le fameux média je dis pas de Mélenchon, mais des Insoumis. On a vu ce qu'a dit Mélenchon sur les journalistes, certains journalistes, la haine qu'il a pu avoir. Donc d'une part, ce média, un autre média, qu'est-ce que tu en penses, que les Insoumis ont mis en place, est-ce que ça marche? Est-ce qu'ils ne reproduisent pas des formes finalement identiques aux médias actuels? Ou alors carrément un service public des médias financé par l'État, gratuité totale? Le service public des médias, à la base, moi je trouve ça assez intéressant. Mais par contre, c'est clair dans quel état dans quel état on parle, parce que c'est ça. Forcément, si c'est en Turquie, ça serait embêtant. Si c'est un Bolsonaro, un Erdogan, un Netanyahou, ou la Pravda. Le service public, c'est intéressant puisque justement là, le sujet des services publics, de manière générale, il est très sensible. On voit qu'il y a plutôt une casse des services publics de manière générale. Et oui, moi je serais plutôt favorable. Par contre, c'est clair qu'il faut faire attention dans comment ça peut être utilisé ou instrumentalisé. Et par contre, juste sur la gratuité, quand on parle de gratuité, rien n'est gratuit. Si c'est gratuit, c'est toi le public. C'est toi le produit, pardon. Si c'est gratuit, c'est que c'est toi le produit.
C'est pas parce que ça n'a pas de prix que ça n'a pas de coût. Et voilà, ça a forcément toujours un coût. La preuve, les journaux gratuits, 20 minutes, métro, etc., c'est des sacs à pub. Bon, est-ce qu'on veut ça? Du coup, service public, à la limite, en fait, moi, je préfère payer. Enfin, ça, c'est mon côté journaliste et un petit peu... un peu militant pour ça. Moi, je préfère payer, je sais pourquoi je paye, puisque je sais que l'information a un coût, que ça coûte d'aller en reportage, de passer du temps, enfin voilà. Donc, je préfère payer. Parfois peut-être un petit peu plus cher, ça c'est sûr. Et ça pourrait très bien passer par les impôts, effectivement. Oui, c'est l'État finance, c'est l'État finance des salariés, mais alors ça poserait un petit problème. Si on était absolument... si l'État finance, mais... Si on avait confiance, oui. Mais si l'État finance, mais dans l'esprit qui a été celui un petit peu de la France des dernières décennies, c'est-à-dire qu'on finance, mais sans avoir de droit de regard, quelle que soit la... Enfin, je veux dire, quand on écoute France Inter, on peut être déçu. Il y a encore des petites plages, des petites émissions qui sont assez critiques. Il y en a de moins en moins. Parce qu'il y avait là-bas si j'y suis, mais ça n'existe plus. Mais il y a encore des petites plages où c'est clairement des émissions qui sont justement pour la défense des services publics, qui sont progressistes. Pas forcément à la botte qui ne sont pas à la botte de l'État, voilà, du pouvoir ou de Macron ou de n'importe qui. Il y en a de moins en moins, mais on pourrait rêver de ça, mais bon, Ok. Et le média pour terminer. Et le média pour terminer, je trouve que... T'en penses quoi? Tu t'as regardé un peu? Ouais, j'ai regardé. Alors j'ai trouvé des choses très intéressantes. Il y a des reportages qui m'ont bien plu. Après, sur le JT, par exemple, de 20h, j'ai quand même trouvé, comme tu disais, que globalement, ils reproduisent les mêmes défauts et ils tombent dans les mêmes travers. C'est difficile de faire un journal tous les jours, c'est toujours pareil, c'est la répétition. Même s'il y a des choses qui traitent assez bien, ils ont des entretiens, ils se posent plus. Bon, en plus, ils ont un regard et puis une orientation qui est clairement de gauche, de toute façon, et qui est plutôt progressiste. Donc, ils ont un angle intéressant, ils interrogent des personnes qu'on ne voit pas forcément ailleurs, des chercheurs ou des militants. Donc ça, c'est intéressant. Par contre, moi, c'est quand même toujours ce qui me dérange, c'est quand je parle d'indépendance, l'indépendance, elle est totale. Donc là, il y a clairement une dépendance à la base aux insoumis, et avec la place en plus qu'avait Sophia Chikirou, qui était la directrice de campagne de Mélenchon, jusqu'à ce qu'elle s'en aille, qui était très importante. Donc là, pour moi, il y a toujours quand même un problème. Et donc je suis assez mitigé et je trouve qu'ils ont eu des traitements par ailleurs sur la Syrie notamment qui... Ah oui, c'était un reportage bizarre, enfin pas plus que bizarre d'ailleurs, qui était pro-Assad ou quelque chose comme ça. Qui était clairement, enfin en tout cas qui mettait sur un même plan le régime d'Assad et les opposants, les opposants et les djihadistes. Bon voilà, je trouvais que c'était quand même très limite. Et puis bon, il y a toujours on sait pas qui parle, comme j'ai toujours. C'est pas situé, enfin c'est situé sans être situé. C'est situé, on sait pas vraiment d'où ça vient. On se demande si c'est toujours pareil, si c'est pas la voix justement des insoumis, et c'est ça qui me dérange. Et alors que ça n'est pas vendu comme ça, donc. Non, il y a la solution de Ruffin comme député qui fait son YouTube comme nous. Non, il a un YouTube. Ah oui, voilà. Mais, et voilà, il parle face caméra et il est sur cette table de cuisine. Mais que reste-t-il des journalistes? Et là, c'est en tant que député qu'il est là. Là, ça se défend totalement. Et ce que fait Mélenchon en tant que député, sa chaîne à lui est très intéressante aussi. Moi, ce qui me dérange, c'est quand on présente un média, qu'on appelle en plus le média, comme si c'était le seul média indépendant qui existait. Il y a bien Le Monde. Oui, il y a Reporter, il y a Bastamag. Enfin, je veux dire, en dehors des médias mainstream, il y en a d'autres. Donc déjà, le média, ça me dérange. Et en plus, on le présente comme étant un média avec des journalistes professionnels différents. De fait, non, il est clairement situé puisqu'il vient des insoumis. Il a été lancé par des personnes qui étaient dans la campagne. Donc là, moi, ça me dérange. Je suis plutôt pour des médias... qui sortent de nulle part et qui sont faits par les gens eux-mêmes, quoi. Ok. Votre télé, faites-la, votre journal, faites-le. Écoute, on te remercie beaucoup. Ce qu'on peut dire, c'est qu'il suffit de taper Clément Barraud, B-A-2-R-A-U-D. Oui.
C'est peut-être que les RG savent déjà des trucs, non, c'est une blague sur toi. Oui. Mais n'importe quel moteur de recherche, si vous voulez. Et on te trouve sur Reporter, je pense. Je sais pas si c'est accessible. Bastamag. C'est accessible, Bastamag aussi. Et comme ça, on pourra lire tout ce que tu as pu faire depuis ta sortie de Marseille. Y compris ta balade entre Mostar et Sarajevo, qui s'est plutôt bien passée. Oui, c'est ça. Ok. Mais merci beaucoup. Hein. Ciao. Merci à toi, à bientôt. Te has entregado, mujer. Ni sé cuántos labios han bebido tu miel, pero te quiero